et de saluer l'ensemble de la diaspora malienne. Vous avez raison, il y a un statut de l'opposition et je crois que c'était une bonne avancée démocratique pour notre pays. Il y a des pays qui l'ont fait avant nous et je pense que c'est une institution nécessaire. La loi a été promulguée, comme vous l'avez dit, et comme vous l'avez dit aussi, nous attendons les décrets d'application. Vous savez, la loi est là, elle a été votée à l'unanimité. Un premier décret a été pris par le président de la République, nous désignant comme chef de l'opposition conformément aux critères qui sont définis dans la loi. Mais pour être un bon chef d'opposition et faire son travail, je crois qu'il y a un minimum de moyens. Ces moyens sont prévus de par la loi, mais il faut un décret pour le faire. Ce décret doit déterminer qu'est-ce que l'État est prêt à consentir pour l'opposition. C'est-à-dire, par exemple, le cabinet, combien de chargés de mission, combien de conseils techniques, est-ce qu'il y a des moyens matériels comme les véhicules pour nous permettre de tourner à l'intérieur du pays, est-ce qu'on a même un siège, est-ce qu'on a même une photocopieuse, etc. etc. Et ceci, j'avoue que ça traîne depuis 2 ans. C'était programmé en Conseil des ministres, mais c'est encore ressorti comme si le gouvernement reste frileux sur cette affaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une impérieuse nécessité, et j'avoue que nous ne comprenons pas les tergiversations du gouvernement dans ce sens. C'est pour ça que, à l'envi, je le dis partout, parce qu'il y a tellement de rumeurs sur cette affaire qu'il est bon d'éclaircir, que les gens sachent qu'il n'y a rien de fait pour faire avancer ce dossier, en tout cas de façon pragmatique et de façon pratique. Non, non, vous savez, nous continuons notre travail. Nous n'avons pas attendu cette loi. Le jour où nous avons décidé d'aller à l'opposition, il n'y avait pas de loi en chantier, il n'y avait pas d'avantage particulier. Nous avons décidé d'aller à l'opposition par conviction. Nous avons décidé d'aller à l'opposition parce que nous pensons que la démocratie nécessite aussi cela. Et nous avons volontairement et de façon responsable décidé d'aller à l'opposition. Cela ne nous freinera pas et je pense que vous avez vu nos différentes actions, vous avez vu nos prises d'opposition, nous avons vu l'esprit critique qui nous anime et je crois que franchement ce n'est pas un décret qui va nous ralentir de ce côté-là. Non, vous faites bien de poser cette question, c'est une question récurrente. Mais je crois que c'est l'occasion de dire à tous les téléspectateurs et auditeurs que j'ai choisi d'aller à l'opposition, je suis à l'opposition et je resterai à l'opposition. Aucun moyen supplémentaire ne nous fera dévier de cela. Je crois que c'est un choix que nous avons fait, que nous assumons. Vous savez, c'est tellement beaucoup plus facile d'aller dans la majorité comme beaucoup l'ont fait. Mais nous pensons qu'il faut conforter la démocratie. Et conforter la démocratie, c'est d'avoir une opposition critique et une opposition responsable. Vous savez, la loi a été votée. Et cette loi dit que le gouvernement doit mettre en place des moyens pour que l'opposition puisse faire son travail. Et parmi son travail, parmi les éléments de travail, c'est tout simplement contrôler l'action du gouvernement. Vous savez, je dois faire chaque année un rapport au président de la République pour lui dire voilà ce que l'opposition a pu faire, voilà les difficultés que l'opposition a eues. Mais si nous n'avons pas un minimum de moyens tel que prévu par la loi, on ne peut pas faire ce travail. Vous savez, c'est le même État qui finance l'ensemble des partis politiques qui font pourtant leur travail. C'est le même État qui finance la presse et la presse reste indépendante. Et les montants qu'ils ont donnés à la presse ou même aux partis politiques, ces montants n'ont rien à voir avec ce qui pourrait être donné à l'opposition. Le chef de file de l'opposition, ce n'est pas une affaire pour moi, pour Smaïla Cissé, c'est une institution que nous créons. Comme nous créons le Conseil économique et social, comme nous créons, je sais pas, le Haut Conseil des collectivités, c'est des institutions qui sont là pour conforter la République, pour conforter la démocratie, et ces institutions doivent vivre leur vie. Ce n'est pas des avantages qu'on distribue à des individus ou que des choses qui sont taillées pour moi-même. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. L'opposition, nous l'assumons, nous sommes de l'opposition. Nous n'allons pas nous taire parce qu'il y a des moyens supplémentaires. Et mieux, nous n'avons pas attendu cela.
Vous avez suivi nos meetings, vous avez suivi nos interviews, vous avez suivi nos communiqués, vous avez vu la situation, enfin la critique que nous avons pu faire sur la première année du président, sur la deuxième année du président. Donc nous nous sommes toujours exprimés de façon responsable, de façon critique. Donc je crois que c'est des mauvaises pensées que de croire qu'on peut nous acheter parce qu'on a donné quelques moyens supplémentaires. Franchement, que le gouvernement le donne, qu'il ne le donne pas, et ça fait déjà 2 ans que c'est attendu. Et je crois que ça ne va pas nous empêcher de faire notre travail, et nous ferons notre travail de l'opposition. Vous savez, nous sommes tous très inquiets de la situation au Mali. Depuis que le président est là, nous avons espéré une sortie des crises heureuse. Nous avons fondé quelque part des espoirs sur ces signatures, même si nous, à l'opposition, et nous particulièrement à l'URD, nous avons dit que ce n'était pas un bon accord et qu'il y a là-dedans des germes de division, qu'il y a des aspects qui seront difficiles à être appliqués, mais nous avons pris acte. L'accord a été signé en plusieurs étapes, vous avez suivi les péripéties, on doute quelque part de la sincérité des acteurs, les uns et les autres. Toujours est-il que depuis 7 mois, comme vous l'avez dit, la situation, au lieu de s'améliorer du point de vue sécuritaire, n'a fait que se détériorer. Aujourd'hui, hier tout près, avant-hier encore, les attentats vers Douanza, ce matin encore vers Ombori, ensuite Tombouctou il n'y a pas longtemps. En fait, l'insécurité a gagné l'ensemble du pays, que ce soit au nord, au centre et même au sud. Donc c'est inquiétant. Ceci dit, on a des forces étrangères qui nous aident, comme les forces Barkhane, les États-Unis, les MINUSMA, qui nous aident dans le nord. Aujourd'hui, si je peux caractériser la situation, je crois qu'il y a un enlisement. Il y a un comité de suivi des accords qui ne fonctionnent pas, où on devrait de façon inclusive discuter et trouver une solution. Et vous devez savoir que la dernière rencontre du comité de suivi a eu lieu plutôt en Algérie qu'au Mali, ce qui n'est pas quand même un très bon signe. Et c'est de là que brusquement on nomme un gouverneur pour Taoudeni, on nomme un gouverneur pour Ménaka. Donc tout ça donne l'impression qu'il y a un pilotage à vue de la part du gouvernement. Il ne sait pas trop où il va. On fait des réunions, les ministres viennent des fois ils ne viennent pas. On est là, on attend. On attend quoi? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de visibilité pour nous permettre de sortir de la crise. Moi, quelque part, je reste très très inquiet. Je crois que moi j'attends de bien comprendre, de bien voir la suite des événements. Le Gacha est dirigé par un général de l'armée malienne. Le Gacha rentre à Kidal avec le drapeau du Gacha. Les cérémonies se font là-bas avec les drapeaux de l'Azawad, les drapeaux de Aïssuya qui ressemblent beaucoup plus au drapeau d'Ansardine ou autre chose. Il y a tout sauf le drapeau malien. Il y a tout sauf une référence aux accords d'Alger. Il y a tout sauf le Mali, quelque part. Peut-être la paix à Kidal, peut-être que les gens se sont entendus, mais ce qui m'importe, et qui importe certainement l'ensemble des Maliens, c'est l'unité de ce pays, c'est l'unicité du Mali. Donc chaque fois qu'on a le sentiment qu'une partie est en train de s'éloigner de la mère patrie, on devient inquiet. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que le gouvernement n'a pris aucune position. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration sérieuse pour dire, voilà, nous prenons acte, nous sommes condamnons, nous faisons ceci ou cela. Ce qui n'a pas été le cas à Néfis, quand les deux groupes se sont affrontés. On a entendu la MINUSMA, on a entendu le gouvernement, on a demandé à Gacha de se retirer, Gacha a fini par se retirer, et il y a une sorte de paix de bras. Aujourd'hui, on est à Kidal, tout le monde est ensemble, il y a une gestion partagée de la gestion du pouvoir, quelque part à Kidal, mais on n'entend pas le gouvernement, on n'entend pas la MINUSMA. Est-ce que c'est une prémisse de paix? Est-ce que c'est une prémisse de division? Je crois que vraiment, il faut attendre d'avoir tous les éléments pour pouvoir se prononcer de façon valable. Beaucoup de gens en ont parlé, nous-mêmes on a fait une réaction là-dessus. Je crois honnêtement, il y a beaucoup d'incompétence, tout simplement. Un manque de suivi des dossiers. On ne peut pas
valablement expliquer comment on peut perdre un droit de vote à l'ONU. Parce que pour ceux qui savent la procédure, il faut avoir 2 ans fermes de retard dans les cotisations. Et on vous relance plusieurs fois. On vous relance plusieurs fois au niveau du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, il y a les ambassades, il y a le ministère des Finances, etc. Et quand on vous relance, vous payez un peu, même si vous ne payez pas tout, et vous avez toujours votre droit de vote. Donc ça veut dire que depuis que le président actuel est au pouvoir, personne ne s'en est occupé. Pour qu'il y ait 2 ans fermes. Pendant 50 ans et plus, depuis 60 jusqu'en 2015, ce qui fait quand même 55 ans, le Mali n'a jamais été suspendu son droit de vote. Quelles que soient les difficultés au Mali, quel que soit le ministre, quel que soit le président. Moi-même, j'ai eu à gérer ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, il y a l'ONU, mais il faut peut-être regarder les autres. L'Union africaine, le CIS, le Tako Gourma, le PNUD, le PNUE, etc., etc. Il y a 4 à 5 milliards comme ça à payer chaque année. Mais dans ce cas-là, franchement, il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de négligence, il y a beaucoup de manque de professionnalisme. Et vraiment, ça a été une humiliation pour tous les Maliens, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité. Nous n'avons pas aimé que notre pays soit cité comme ça, comme un pays qui n'a aucune éthique, un pays qui ne voit pas l'essentiel. Surtout si on sait que l'ONU est présente ici au quotidien, il dépense des milliards par jour ici et que nos 200 millions vraiment ne représentent rien. Mais c'est une action à faire, c'est une participation au fonctionnement de l'ONU. Ce n'est pas que l'ONU a essentiellement besoin de ces 200 millions, mais je crois que ça fait partie comme on dit en Bambarangani, on doit le faire et je crois que c'est dommage. Non, moi je suis content qu'ils essayent de trouver un responsable, vrai ou faux. Mais j'aurais aimé qu'ils fassent la même chose quand on a parlé de surfacturation au niveau de l'armée, quand on a dit que l'avion, il y a 45 prix sur l'avion, quand on a dit que les engrais prédatés font perdre aux paysans des ressources, quand on a dit que les tracteurs sont surfacturés, quand on a eu la gestion calamiteuse des logements sociaux, il n'y a eu aucune explication même. Là, on a vu le Premier ministre monter au créneau. Mais ces autres choses sont aussi importantes pour les Maliens, sinon plus importantes pour les Maliens. Il s'agit de leur vie au quotidien, il s'agit de leurs impôts, il s'agit de leurs efforts. Là, on n'explique pas, c'est l'impunité. On ne sanctionne personne, mais pour un dossier comme ça qui est certainement resté dans le tiroir de quelqu'un, bien sûr que c'est une humiliation. Là, il y a une sanction. Moi, je me félicite qu'il y ait des sanctions. Que ce soit juste ou non, ça, c'est une autre affaire. Mais j'aurais voulu que ce soit une marque de gestion au niveau de notre pays. Et chaque fois qu'il y a une faute lourde de ce genre-là, ces fautes-là soient sanctionnées. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les exemples que j'ai cités illustrent bien cela. Choses différentes qui sont toutes les deux dramatiques. Il y a une vidéo à circuler, peut-être qu'à la diaspora, vous avez dû voir ça, sur l'état du Gabriel Touré, l'hôpital Gabriel Touré, qui est quand même le principal hôpital du Mali, de façon générale. Et vous avez vu l'insalubrité qu'il y a dans cet hôpital. Vous avez vu à quel point les gens sont soignés dans des conditions immondes, vraiment inqualifiables. Vous avez vu à quel point les malades sont traités. C'est-à-dire que c'est tout sauf un hôpital. Et je crois que quelqu'un qui voit cette vidéo aura du mal à rentrer à l'hôpital Gabriel Touré. J'ai cru comprendre d'ailleurs que le ministre actuel de la Santé était directeur de l'hôpital Gabriel Touré. Bon, c'est bien aujourd'hui qu'elle se réveille, qu'elle veut nettoyer Gabriel Touré, c'est une bonne chose. Il y a du professionnalisme à mettre dans nos hôpitaux. Les médecins doivent prendre les responsabilités, le corps médical doit prendre ses responsabilités. Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, si les conditions de bon exercice de la médecine ne sont pas réunies, ils doivent le dénoncer. Ils doivent faire en sorte que leur travail ne soit pas saboté. Il y a tellement de vies humaines que nous perdons dans nos hôpitaux, il y a tellement de drames qui se jouent dans nos hôpitaux que nous ne pouvons pas accepter la situation actuelle. Si la société civile s'en saisit, tant mieux. Nous devons les aider, nous devons les appuyer et je les félicite pour cela. Sur le deuxième problème, c'est un drame. C'est vraiment un drame quand on voit ce qui s'est passé pour ces 2 jeunes femmes qui ont été assassinées par leur mari. Ça pose des problèmes de société graves.
des problèmes d'éducation, des problèmes de dialogue, parents et enfants, des problèmes de structure même de notre société aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont en train d'aller à volo. C'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de regrettable. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ça s'arrête là. Nous ne pouvons pas continuer cela, que ça devienne banal et que toutes nos filles soient en danger parce que tout simplement elles tombent sur des maris irascibles. Je crois que nous devons nous reprendre sur ça. Nous devons revoir les programmes à l'école, nous devons donner des espaces aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, nous devons donner des formations aux jeunes couples aussi pour que les gens se parlent, qu'ils dialoguent, que le poids de la vie, les difficultés de la vie ne pèsent pas tellement sur eux qu'ils perdent leur humanité et qu'ils brisent des vies jeunes et des vies promettantes. Non, je crois que c'est d'abord inacceptable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amateurisme. Mais ça relève aussi d'une pratique que le gouvernement a depuis que le président Ibeka est au pouvoir. C'est la recherche de postes pour les militants d'un certain parti. Et à chaque fois, on enlève un tel, pas parce qu'il est incompétent, non, parce que tout simplement, il n'est pas militant. Et je crois que c'est ça qui est en train de phagocyter l'ensemble de l'administration malienne. Et malheureusement, nous allons tous le payer demain. Parce que ce n'est pas le militantisme dont on a besoin à Gabriel Touré, on a besoin d'un bon gestionnaire d'hôpital, de quelqu'un qui sait ce que c'est, et d'un professionnel. Je pense qu'à l'ORTM, c'est la même chose, ce n'est pas le militantisme. L'ORTM est devenu d'ailleurs quelque part, je ne sais pas là où elles sont maîtres, si on veut parler comme ça. Les censures sont quotidiennes, les programmes sont hors normes. Vous avez des journaux parlés d'1 heure et demie, je n'ai jamais vu ça, ça n'existe dans aucun pays du monde. Donc ça perd en saveur. Et quelque part, ça se déstructure et puis petit à petit, les gens vont ailleurs. Je crois que c'est ce militantisme effréné qui permet d'avoir des postes partout, mais c'est aussi un manque de professionnalisme au niveau du gouvernement, manque d'anticipation. On ne peut pas avoir des grandes directions comme ça qui restent là à flotter. Et le service public doit être servi correctement. Et ce n'est pas le cas malheureusement. Nous avons été les premiers à dénoncer cela. Vous savez, j'ai même écrit au comité d'égal accès aux médias d'État pour leur dire attention, il y a une dérive à l'ORTM. Et le comité d'égal accès aux médias d'État m'a répondu, j'ai la lettre, pour me dire que j'avais raison, qu'il y a une censure à l'ORTM. J'ai dit ce n'est pas bon pour l'image de l'ORTM, ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour l'avenir. Et je crois que c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Les agents de l'RTM aussi ont accepté un certain nombre de choses. Ils ont accepté d'être caporalisés. Ils ont accepté de faire des choses qui ne sont pas de leur métier. Et ça, moi, je me félicite aujourd'hui qu'ils réagissent, qu'ils comprennent, c'est à eux de faire leur thème. Ce n'est pas aux ministres de décider de cela. On a vu les ministres venir s'insurger au niveau du journal télévisé. Mais c'est inacceptable. Et aujourd'hui, on paye ça parce qu'on veut plus de professionnalisme pour ça. Ceci dit, c'est la situation sociale globale qui est devenue délétère, la situation sociale globale qui n'est pas bonne. L'économie est en train d'être à tonne, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les difficultés sont en train de s'amonceler. Il y a l'ORTM, il y a les syndicats, il y a les hôpitaux. Bon, petit à petit, je crois qu'il y a une sorte d'ébullition qui se prépare. C'est dommage, il faut que le gouvernement écoute, qu'il voit ce qui se passe et qu'ils réagissent en conséquence. On réagit en allant discuter avec les gens. On réagit en leur permettant de faire honnêtement leur travail. On réagit en donnant les conditions globales, l'environnement global dans ce pays-là apaisé, où les mécanismes fonctionnent normalement. Mais si on veut tout caporaliser, on veut tout contrôler, on veut mettre ses militants partout, eh bien on se paye les grèves. Et c'est ce qui est malheureusement en train de se passer. On n'a pas besoin de ça en plus. On a une situation sécuritaire qui n'est pas bonne. On a une corruption qui malheureusement est généralisée. Il y a un népotisme qui est là, qui est patent. Et en même temps, bien sûr, les travailleurs sont obligés de faire face à leurs conditions de vie, à se prémunir de mauvaises décisions qui malheureusement jalonnent la vie quotidienne du gouvernement. Le gouvernement ne fait que de mauvaises décisions malheureusement.
Oui, oui, la diaspora a raison. On est tous un peu de la diaspora. Hein. On a vécu de longues années à l'extérieur, moi-même peut-être 25 ans environ à l'extérieur. Donc je connais leurs problèmes, je sais les difficultés qu'il y a. Parfois une difficulté tout simplement d'avoir une carte consulaire, une difficulté de renouveler son passeport, ou des difficultés à l'aéroport quand on arrive, pour savoir par où passer, où des agents malheureusement ne font pas toujours leur travail correctement et parfois même manque de respect aux arrivants. On a une administration qui est lente, qui n'est pas toujours professionnelle. La diaspora empathie, mais nous empathissons tous. Je crois que ça, c'est quelque part une sorte de révolution qu'il faut faire pour qu'on ait une administration qui fonctionne bien. Ceci dit, la diaspora malienne est importante en nombre, mais elle est importante du point de vue économique. J'ai eu la chance de le vérifier, ayant été ministre des Finances, pour voir que l'apport de la diaspora est même largement supérieur à l'aide publique au développement. Donc il mérite respect, il mérite considération, il mérite même anticipation sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qu'ils doivent faire. On doit leur donner même un cadre de réflexion, un cadre où ils peuvent trouver des idées de projets pour pouvoir investir au Mali et avoir envie de venir. Ça fait hier soir seulement, j'ai reçu 2 jeunes de la diaspora. Leur souci, c'est comment revenir au pays. C'est la 2e génération, c'est encourageant. Et je sais qu'il y avait un grand mouvement avant le coup d'État, qui s'est émoussé, mais je crois qu'il y a encore certains qui croient qu'ils ont envie de venir. Il faut absolument les encourager. La diaspora malienne aide beaucoup, on a dit, mais il faut aussi que le gouvernement aille vers la diaspora. Aller vers la diaspora, à mon avis, c'est des choses que moi j'ai mis dans mon programme, il faut revoir la carte diplomatique. Partout, il y a beaucoup de Maliens, une ville, il y a beaucoup de Maliens, un pays, il y a beaucoup de Maliens. Il faut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de consulats pour pouvoir se rapprocher des Maliens. Vous allez en France, il n'y a qu'un consulat, alors que le Maroc en a 22 ou 25, hein, dans le même pays. Ça veut dire donc, il faut peut-être augmenter. Vous allez au Congo, vous allez au Gabon, vous allez en Côte d'Ivoire tout près, il n'y a que le consulat de Bouaké et Abidjan. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Ensuite, les pays qui sont des pays voisins, il faut une diplomatie de voisinage. Et il faut faire en sorte que ça aussi soit densifié, qu'on ait assez de diplomates dans la zone. Ensuite, la 3e catégorie de pays, c'est les pays qui nous aident directement. Les pays qui nous aident, les grands pays entre guillemets, comme la France, les États-Unis, etc. Mais c'est pas normal qu'on n'ait pas une ambassade à Londres, par exemple, qui est aussi un grand pays. Et je crois qu'il faut revoir toutes ces cartes-là pour que les Maliens soient les plus proches possible. Mais si dit, il faut intensifier le dialogue avec la diaspora malienne. Aujourd'hui, les nouvelles technologies doivent nous permettre de nous rapprocher encore plus de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, qui pensent au quotidien au Mali. Je n'ai jamais fait un pays africain ou même dans le monde où je rencontre des Maliens qui disent « mais le Mali, j'en veux plus ». Non. Chacun d'eux a envie de rentrer au Mali et il faut que nous qui sommes ici, nous en soyons conscients et que ceux qui sont responsables en soient conscients pour qu'ils fassent des efforts pour les attirer davantage, pour travailler avec eux. C'est des Maliens comme nous. Ils ont besoin que leur pays monte, ils ont besoin que leur pays soit développé. Et je crois que ce qu'ils font déjà dans leur village est assez significatif. Je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour les saluer tous, les encourager et reconnaître les efforts qu'ils font. Reconnaître aussi qu'ils s'intéressent chaque jour à la vie des Maliens. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler, de donner mon point de vue, je le fais. Et j'ai eu des débats contradictoires avec eux. C'est très intéressant. Parfois, il faut informer davantage. Parfois, il faut les écouter pour comprendre leurs préoccupations. Parce qu'eux qui sont loin, parfois, ils voient mieux que nous qui sommes embourbés dans le quotidien. En tout cas, merci.